La nuit était tombée depuis des heures quand tout s'est arrêté. Les écrans se sont éteints, les lampadaires se sont évanouis et les villes du monde entier ont sombré dans un silence terrifiant. Plus un avion dans le ciel, plus une seule voiture ne roulait, plus un seul téléphone ne sonnait. Il n'y avait que ce son, un bruit étrange, presque hypnotique, un bip régulier qui semblait venir de partout à la fois. À New York, des milliers de personnes s'étaient arrêtées en plein milieu de Times Square, levant les yeux vers des panneaux géants désormais noirs. À Tokyo, les rames de métro s'étaient figées dans les tunnels, plongeant des centaines de passagers dans l'obscurité. Et en Afrique, dans les villages les plus reculés, on entendait le même signal résonner dans de vieilles radios, comme si le son avait choisi chaque appareil capable de l'émettre. Les gouvernements ne comprenaient pas. Les satellites étaient hors service, les centrales électriques silencieuses. Mais partout, ce bip répétait une séquence étrange. 3 sons courts, 2 longs, 3 courts. Puis une voix mécanique traduite dans chaque langue du monde, coordonnées transmises. Temps restant, 72 heures. En quelques secondes, Internet, déjà vacillant, devint un chaos. Les théories s'enchaînaient. Une cyberattaque massive, une menace extraterrestre, une expérience militaire, les foules paniquaient. Dans certaines villes, les gens criaient à la fin du monde. Personne ne savait que ce signal avait déjà été entendu, il y a très longtemps. Et personne n'imaginait que ce compte à rebours changerait à jamais le destin de l'humanité. Elliot Kane était éveillé depuis 3 jours. Dans son petit observatoire privé, perché au sommet d'une colline isolée du Colorado, il fixait l'écran de son ordinateur, hypnotisé par une ligne de chiffres. Depuis des années, il travaillait seul, loin des universités et des laboratoires. Son obsession, trouver une preuve que nous ne sommes pas seuls. Ses collègues le considéraient comme un excentrique. Lui-même ne cherchait plus à leur prouver quoi que ce soit. Il passait ses nuits à analyser des signaux radio captés par son gigantesque radiotélescope, bricolé pièce par pièce avec ses propres économies. Et cette nuit-là, il avait capté quelque chose. Au début, il avait cru à un bug, une séquence mathématique parfaite, répétée en boucle, avec des intervalles réguliers. Mais plus il l'écoutait, plus il comprenait que ce n'était pas un hasard. Il avait commencé à enregistrer les données quand soudain, tout s'était éteint. Il sortit de son observatoire et vit, au loin, la ville de Boulder plongée dans le noir. Aucun bruit, aucun éclairage. Et pourtant, dans le silence de la colline, il entendait le bip. Un frisson parcourut son dos. Il alluma sa radio portative, le même son. Il prit son téléphone, mort. Quelques minutes plus tard, il vit apparaître sur son écran d'ordinateur, rallumé par une source qu'il ne comprenait pas, une série de chiffres, latitude, 3 degrés 12, 45, S, longitude, 62 1, Ajar 12, O. Il reconnut immédiatement ses coordonnées, au cœur de l'Amazonie. Puis le message, en anglais d'abord, puis en français, en russe, en arabe, dans toutes les langues possibles. Temps restant, 72 heures. Elliot se frotta le visage. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait des coordonnées dans un signal venu de l'espace, mais jamais de manière aussi claire. Et surtout, il n'était plus le seul à les recevoir. Son téléphone se mit à vibrer frénétiquement. Des dizaines de messages, des amis astronomes, des chercheurs, des journalistes. Tous avaient entendu la même chose. Puis une sonnerie grave, une ligne sécurisée qu'il n'avait jamais entendu sonner. Il hésita, décrocha. « Docteur Kane !» dit une voix militaire. « Oui, qui est-ce ?»« Ici le NORAD. Nous venons vous chercher. Préparez vos affaires. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez trouvé, docteur, pourrait être la fin du monde. » 3 heures plus tard, un hélicoptère se posait dans un champ derrière sa maison. 2 hommes en uniforme descendirent et lui firent signe d'embarquer. Elliot n'eut pas le temps de réfléchir. Lorsqu'il monta à bord, il vit que l'hélicoptère n'était pas seul. 3 autres appareils l'escortaient. Direction, une base militaire secrète. Il serra les dents. Quelque chose de gigantesque venait de commencer. L'hélicoptère fendait la nuit noire, survolant des villes totalement plongées dans l'obscurité. Elliot regardait par le hublot. Même les grandes métropoles américaines, habituellement illuminées comme des constellations artificielles, étaient éteintes. Le signal continuait de résonner dans son casque. 3 sons courts, 2 longs, 3 courts. « C'est du morse », lança-t-il à l'un des militaires. « On sait », répondit sèchement l'homme en uniforme. « SOS », murmura Elliot. « Un appel au secours ». Le soldat ne répondit pas. Son regard restait fixé droit devant lui. Après 1 heure de vol, ils atterrirent sur une base militaire.
Elliot reconnut immédiatement la silhouette caractéristique des antennes paraboliques. C'était un centre de surveillance spatiale du NORAD. On le fit descendre et passer des contrôles de sécurité stricts. Puis on le conduisit dans une salle de conférence souterraine, remplie de scientifiques, d'officiers et de politiciens. Sur un immense écran trônait une carte du monde, des dizaines de points rouges clignotaient, répartis sur chaque continent. Un général prit la parole. « Messieurs, mesdames, ce que vous voyez là, ce sont toutes les stations qui ont capté le signal. En d'autres termes, tout le monde. » La salle était plongée dans un silence tendu. Un homme en costume, visiblement un conseiller de la Maison-Blanche, prit la parole à son tour. « Nous avons 72 heures avant, nous ne savons pas quoi. Nos réseaux sont attaqués, nos satellites hors service, mais nous avons réussi à isoler le message. L'écran changea. Une voix métallique, froide, s'éleva dans la salle. Coordonnées transmises, temps restant 72 heures. Puis une série d'images apparut, des schémas complexes semblant représenter des pièces mécaniques, mais d'une conception étrangère. Les scientifiques se penchèrent en avant, fascinés. Elliot leva timidement la main. Ces coordonnées, elles sont au cœur de l'Amazonie, région totalement inhabitée. Un scientifique russe ajouta « Et ce schéma, ce n'est pas une arme, pas au sens classique. C'est une machine. » « Une machine pour faire quoi ?» demanda un officier. « Je n'en sais rien, répondit l'homme. Une scientifique japonaise montra l'écran du doigt. « Regardez ces symboles, on dirait des fractales. Un langage mathématique universel. Ce message n'a pas été conçu pour une seule civilisation. Il est destiné à n'importe quelle intelligence capable de le lire. » Un murmure parcourut la salle. Elliot prit la parole. « J'ai vu quelque chose de similaire il y a des années, mais le signal était faible, intermittent. Cette fois, il est global. Ce n'est pas une tentative de communication ordinaire, c'est un compte à rebours. » Le général frappa du poing sur la table. « Alors il nous reste 3 jours pour comprendre. Nous avons déjà des équipes en route vers les coordonnées. Vous, Dr. Kane, êtes officiellement intégré au programme. » Elliot hocha la tête. « Et si ce n'était pas une menace ?»« Quoi d'autre ?» gronda le général. Elliot fixa les schémas. Un avertissement. Les heures suivantes furent un tourbillon. Elliot reçut un badge d'accès spécial, une tablette remplie de données brutes et un dossier classé ultra secret. Il apprit que le signal avait été capté simultanément par chaque appareil connecté, comme si une intelligence avait choisi d'envoyer le message à toute l'humanité en même temps. Dans une salle attenante, il observa les réseaux sociaux sur un grand écran. Chaos total. Certains croyaient à une invasion extraterrestre, d'autres à une attaque militaire, d'autres encore parlèrent de la fin des temps. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs pays. Une femme en blouse blanche s'approcha de lui. « Vous êtes Kane ?»« Oui, je suis le docteur Méline. Je travaille pour l'agence spatiale chinoise. Vous avez vu ces schémas ? Oui, j'ai l'impression qu'ils représentent une sorte de machine de transmission. Mais à quoi ? Elle fronça les sourcils. J'ai une hypothèse. Ce n'est pas une machine pour envoyer un signal. C'est une machine pour en recevoir un. Cette idée fit frissonner Elliot. Vous pensez qu'on nous demande de construire un récepteur ? Exactement. Et si c'était le cas, cela voudrait dire que ce message ne vient pas d'une simple intelligence. Il vient de quelque chose qui nous attend. Une alerte résonna dans le centre. Tous les écrans passèrent en rouge. Un officier cria « Nous avons un nouveau message !» Cette fois, le bip cessa. Sur chaque appareil de la planète, un symbole apparut. Une spirale infinie semblant tourner sur elle-même. Puis une voix, plus claire qu'avant, prononça 3 mots, dans toutes les langues, « Terminez la clé ». La salle explosa en murmures. Un ingénieur américain se leva brusquement. « La clé. Ils nous disent que cette machine est une clé. » « Mais une clé de quoi ? » ?»« D'une porte, » murmura Elliot presque pour lui-même. Le général tapa sur la table. « Assez parlé. Nous n'avons plus le choix. Construisez cette chose et envoyez une équipe récupérer ce qu'il nous faut. » Quelques heures plus tard, Elliot embarquait dans un avion militaire. Direction, un complexe secret dans le désert du Nevada, où la construction allait commencer. Dans l'appareil, Mayline s'assit à côté de lui. « Vous croyez qu'on va survivre à ça ? » ?»« Je n'en sais rien, mais si c'était une menace, pourquoi nous donner les plans pour nous défendre ?» Elle hocha la tête. « Peut-être parce que ce n'est pas une menace, peut-être que ce compte à rebours est une chance. » Elliot ferma les yeux. Il sentait que ce qu'il s'apprêtait à construire changerait le monde à jamais. La planète entière reçoit un ordre clair d'une intelligence inconnue. Construire une clé. Mais personne ne sait ce qu'elle ouvre. L'avion militaire s'enfonça dans les nuages sombres, filant à une vitesse impressionnante. Elliot observait les visages tendus des soldats autour de lui.
Aucun d'eux ne semblait comprendre ce qui se passait. Dans son esprit, une seule image revenait, la spirale mouvante qui s'était affichée sur tous les écrans de la planète. Elle tournait encore dans son imagination comme une horloge vivante, une promesse silencieuse ou une menace. Ils atterrirent dans le désert du Nevada. Dehors, une tempête de sable balayait une base militaire colossale à moitié enterrée sous le sol aride. Le silence de cet endroit contrastait avec l'agitation du reste du monde. Pas de journalistes, pas de cris, pas de manifestations, juste des ingénieurs, des scientifiques et des militaires qui travaillaient jour et nuit. On conduisit Elliot et Méline à travers une série de tunnels métalliques. Au bout d'un couloir éclairé au néon, une porte blindée s'ouvrit, révélant un immense hangar souterrain. Là, sous une lumière blanche éblouissante, reposèrent des centaines de pièces métalliques et d'énormes structures en cours d'assemblage. Elliot s'arrêta stupéfait. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Mélin hocha lentement la tête. Ils ont commencé à la construire en seulement 12 heures. Devant eux, des grues s'activaient. Des ingénieurs portèrent des combinaisons spéciales pour manipuler des matériaux inconnus. Une partie de la structure semblait organique. Le métal avait une texture étrange, presque vivante, comme si chaque pièce respirait. Un homme en blouse blanche s'approcha d'eux. « Dr Kane, je suis le professeur Alvarez. C'est moi qui supervise la construction. Suivez-moi. » Ils traversèrent le hangar. Alvarez leur montra une maquette 3D. Une machine gigantesque en forme d'anneau avec des conduits et des panneaux qui semblaient pulser d'une énergie invisible. Nous avons reconstruit le schéma envoyé par le signal. Cette chose mesure plus de 200 mètres de diamètre. Elle est composée de métaux que nous avons identifiés et d'autres que nous ne connaissons pas. Elliot fronça les sourcils. Pas d'origine terrestre ? Pas exactement. Nous avons trouvé des traces de ces éléments dans des météorites, mais jamais en quantité suffisante pour fabriquer quoi que ce soit. Alvarez activa un écran. Une carte du monde apparut avec plusieurs points rouges. Ces matériaux rares ont été identifiés dans seulement 3 endroits. Un gisement en Afrique, un autre en Russie et un dernier en Antarctique. Nous avons déjà envoyé des équipes, mais il faudra du temps. Et le temps, Dr Kane, nous ne l'avons pas. Plus tard, Elliot se retrouva dans une salle d'observation. Il fixait les ouvriers assembler les pièces, fasciné. Chaque élément semblait s'emboîter parfaitement, comme si cette machine avait été conçue non pas pour être construite, mais réassemblée. Méline entra et posa une tablette sur la table. « Regarde ça. » Elle lui montra une série de graphiques. Ces schémas sont anciens, très anciens. On a retrouvé les mêmes motifs dans des artefacts mayas, dans des temples hindous et même dans des gravures en Afrique. Elliot releva les yeux, choqué. « Tu es en train de me dire que ce message a déjà été envoyé ? Pas seulement envoyé. Il y a des milliers d'années, quelqu'un sur Terre a déjà vu ces plans. » Elliot sentit son cœur s'accélérer. « Alors, cette machine n'est pas nouvelle. Elle est une relique. » Méline hocha la tête. « Une relique qui n'a jamais été terminée, jusqu'à aujourd'hui. » Le lendemain, la situation mondiale se dégradait. Les gouvernements tentaient de calmer leur population, mais les réseaux sociaux explosaient. Partout, on voyait les mêmes images, le compte à rebours qui défilait inexorablement. 48 heures restantes. Elliot suivait les avancées de la construction. Chaque équipe travaillait jour et nuit. Les scientifiques semblaient fascinés, parfois terrifiés. L'énergie qui traversait certains composants de la machine défiait les lois de la physique connues. Soudain, une alarme retentit. Tous les ingénieurs se figèrent. Une lumière bleue aveuglante jaillit d'un des segments de l'anneau. La machine venait de s'activer toute seule. Les militaires dégainèrent dans leurs armes. « Reculez, reculez !» cria un officier. Mais au lieu d'exploser, la structure se mit à émettre un son étrange, un chant harmonique comme une mélodie extraterrestre. Le sol vibrait légèrement. Les scientifiques enregistrèrent frénétiquement des données. Alvarez courut vers un écran. « C'est incroyable, cette machine est en train de scanner la planète. » Méline s'approcha. « Scanner, pourquoi faire ? » « Je ne sais pas, mais regardez ces images. » Sur l'écran apparut une carte 3D de la Terre, détaillée jusqu'au plus petit rocher. L'anneau semblait localiser quelque chose. Une série de points brillants apparurent au cœur de l'Amazonie. Elliot fixa la carte, glacé. Ce sont les coordonnées. Quelques heures plus tard, Elliot, Méline et une équipe réduite furent convoqués dans une salle de briefing. Le général apparut sur un écran géant. « Dr Kane, nous savons maintenant que la machine pointe vers une localisation précise en Amazonie. Nous avons besoin que vous alliez là-bas. »« Moi ?» s'étonna Elliot. « Vous êtes celui qui a détecté le signal le premier.
Vous connaissez mieux ces schémas que quiconque. Vous partirez avec une équipe tactique. Objectif, explorer ce site avant la fin du compte à rebours. Mélin croisa les bras. Et si nous ne revenons pas? Le général la fixa froidement. Alors quelqu'un d'autre prendra la relève. Mais il nous faut des réponses, et vite. Cette nuit-là, Elliot ne dormit pas. Il regardait par la vitre blindée du complexe militaire les étoiles scintiller au loin. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce n'était pas une menace? Et si quelqu'un, quelque part, nous avait laissé un message pour nous sauver? Son esprit fut ramené à la réalité par la voix du général, diffusée dans les haute-parleurs. Équipe Alpha, préparez-vous. Décollage pour le Brésil dans 20 minutes. Dans le hangar, un énorme avion cargo C-17 attendait, moteur rugissant. Des caisses de matériel, des drones et des équipements de survie étaient chargés à bord. Mais l'un rejoignit Elliot, l'air déterminé. Prêt à découvrir ce qui nous attend? Elliot esquissa un sourire nerveux. Pas vraiment, mais on n'a pas le choix. Alors qu'ils montèrent à bord, Elliot jeta un dernier regard à la machine en construction. Elle brillait doucement, comme si elle était consciente. Une étrange impression l'envahit. Quelque chose, quelque part, les observait déjà. La machine prend forme. Elle s'active d'elle-même et pointe vers une mystérieuse localisation en Amazonie. Une équipe est envoyée en urgence. L'avion C-17 fendait la nuit. Sous ses ailes, les lumières des villes brésiliennes scintillaient comme des étoiles inversées, avant de disparaître dans l'obscurité dense de la forêt amazonienne. L'équipage ne parlait presque pas. L'atmosphère était lourde, comme si chaque respiration pesait des tonnes. Elliot fixait la tablette devant lui. La carte 3D transmise par la machine indiquait une zone isolée, perdue au cœur de la jungle, à des centaines de kilomètres de toute habitation humaine. Aucun sentier, aucune infrastructure n'y menait. Meilin, assise à côté, analysait les données. C'est étrange, dit-elle en fronçant les sourcils. Elliot tourna la tête vers elle. Quoi donc? Cette localisation. Si on superpose la carte actuelle avec des images satellites anciennes, regarde. Elle fit défiler des photos aériennes vieilles de plusieurs décennies. À cet endroit précis, il y avait autrefois un cratère. Mais celui-ci n'existait plus aujourd'hui. La jungle l'avait entièrement recouvert. Elliot sentit un frisson le parcourir. On dirait que quelqu'un a effacé toute trace de ce qui s'y trouvait. Méline hocha lentement la tête. Ou que quelque chose voulait rester caché. Quelques heures plus tard, ils atterrirent sur une piste de fortune éclairée par des torches. Une base avancée avait été installée par les militaires brésiliens pour accueillir l'équipe internationale. Des hélicoptères attendaient, moteurs tournants, prêts à les emmener dans les profondeurs de la forêt. Le capitaine Ramirez, un homme massif au regard perçant, s'approcha d'eux. « Bienvenue dans l'enfer vert. Je suis votre guide. » Il leur serra la main avec fermeté. « Vous allez voir des choses qui dépassent l'imagination, docteur. Mais si on veut en revenir vivant, il faudra m'écouter à la lettre. Ici, la jungle ne pardonne pas. » Le lendemain, à l'aube, ils embarquèrent dans 2 hélicoptères blindés. La jungle s'étendait à perte de vue, une mer infinie de vert et de brun percée par des fleuves sinueux. L'humidité collait déjà à leur peau, même à l'intérieur des appareils. Après une heure de vol, les hélicoptères se posèrent sans guise dans une clairière improvisée. L'équipe descendit, armes et matériel à la main. Le silence de la jungle était oppressant. Pas d'oiseaux, pas d'insectes, juste le vent dans les arbres. « C'est pas normal, » murmura Ramirez. « La forêt ici est trop calme. » Elliot sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Ils installèrent un campement sommaire avant de commencer leur exploration. La progression était lente. Chaque pas était un combat contre les lianes, les racines et les marécages. Mélin consultait régulièrement son détecteur. Le signal émis par la machine devenait plus fort à mesure qu'ils avançaient. Soudain, l'un des soldats s'arrêta net. « Capitaine, regardez ça !» Ils s'approchèrent. Devant eux, une pierre gigantesque recouverte de mousse se dressait au milieu de la jungle. Mais ce n'était pas une simple pierre. Elle était ciselée de symboles étranges, semblables à ceux gravés sur les plans de la machine. Elliot s'agenouilla et passa sa main sur les gravures. C'est incroyable, ces symboles sont identiques à ceux retrouvés dans les temples mayas. Mais ils sont bien plus anciens. Meilin fit un pas en arrière, observant les environs. Ce n'est pas juste une jungle, nous marchons sur les ruines d'une civilisation disparue depuis des millénaires. La nuit tomba rapidement. Le campement fut installé près des ruines. Les soldats montèrent la garde, armes prêtes, mais personne ne pouvait ignorer le sentiment d'être observé. Les scientifiques analysèrent les pierres, tandis qu'Elliot notait chaque détail.
Au milieu de la nuit, un bruit sourd résonna dans la forêt. Tous se figèrent. Un cri rauque déchira le silence, suivi par un craquement de branches. Contact visuel, cria un soldat. Des lampes torches balayèrent la jungle. Une silhouette gigantesque se déplaçait à une vitesse impossible. Les soldats ouvrirent le feu, mais les balles semblaient ne toucher que des ombres. Elliot se plaqua au sol, terrifié. « Qu'est-ce que c'était » cria-t-il. Ramirez grimaça. « Je ne sais pas, mais ce n'était pas humain. » Et au matin, ils découvrirent encore des traces massives autour du campement. Quelque chose ou quelqu'un les suivait. Malgré la peur, ils poursuivirent leur route, guidés par le signal qui devenait presque assourdissant. Après plusieurs heures, ils atteignirent une vallée profonde. En contrebas, recouverte par la végétation, se trouvait une structure cyclopéenne. Mélan haleta. C'est une base entière enfouie sous la jungle. Ils descendirent prudemment, découvrant une entrée monumentale scellée par une porte de pierre. Des symboles identiques à ceux de la machine y étaient gravés, formant une spirale parfaite. Elliot approcha, fasciné. C'est le même motif que le compte à rebours. Cette porte est un message. Ramirez ordonna aux soldats de sécuriser la zone. Mais avant qu'ils ne puissent agir, un rugissement métallique résonna derrière eux. La créature avait suivi leurs traces. La scène vira au chaos. Des arbres furent arrachés comme des brindilles. Une masse noire et brillante surgit des ombres. Une créature mécanique, mi-organique, avec des membres aiguisés comme des lames. Ses yeux rouges scannaient en l'équipe, analysant chaque mouvement. « Feu! Feu !» cria Ramirez. Les tirs d'armes automatiques illuminèrent la jungle. La créature bondit d'une vitesse fulgurante, abattant 2 soldats en un instant. Elliot et Méline se réfugièrent derrière une pierre monumentale. « Elle protège l'entrée !» hurla Méline. « Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important derrière cette porte », répondit Elliot. Ramirez lança une grenade. Une explosion secoua le sol, repoussant temporairement la créature. « Reculez !» ordonna-t-il. « On bat en retraite !» L'équipe se replia précipitamment vers les hauteurs. La créature ne les suivit pas, se contentant de tourner autour de l'entrée comme un gardien millénaire. Essoufflés, Elliot et Mélin observèrent la scène de loin. « On ne pourra jamais entrer sans neutraliser ce truc », dit Ramirez. Elliot fronça les sourcils, réfléchissant. « Ou alors, on doit comprendre ce qu'elle défend. Peut-être qu'elle n'est pas juste un monstre, peut-être que c'est un programme de sécurité. » Méline le fixa troublé. « Tu penses qu'elle obéit à des codes ?» Elliot hocha la tête. « Tout dans cette histoire est une énigme. Peut-être qu'il existe un moyen de la désactiver. » La nuit suivante, Elliot passa des heures à analyser les symboles gravés sur la porte et les données transmises par la machine en construction au Nevada. Peu à peu, une théorie se forma dans son esprit, et si le compte à rebours n'était pas une menace, mais une clé? Alors que l'équipe dormait, il approcha seul de la vallée. Son cœur battait à tout rompre. Il activa une tablette et projeta le motif exact du compte à rebours en hologramme devant la porte. La créature surgit immédiatement, ses yeux rouges luisant dans la nuit. Elliot sentit ses jambes trembler, mais il resta immobile. « Je sais que tu n'es pas un monstre, » murmura-t-il. « Tu es un gardien, et je viens en paix. » L'hologramme projeta la dernière séquence du compte à rebours. La spirale gravée sur la porte se mit à briller d'une lueur blanche. La créature s'immobilisa, ses yeux passant du rouge au bleu. « Mon Dieu !»« Ça marche !» souffla Elliot. Il découvre une base extraterrestre cachée en Amazonie protégée par une créature millénaire. Elliot réussit à établir un premier contact en reproduisant le signal du compte à rebours. Dans un laboratoire top secret au Nevada, des scientifiques assemblent une machine énigmatique d'origine inconnue. Son cœur technologique est si avancé que même les meilleurs ingénieurs peinent à comprendre son fonctionnement. Tout ce qu'ils savent, c'est que cette machine transmet en continu un signal crypté, contenant un compte à rebours mystérieux pointant vers une région reculée d'Amazonie. Intrigué, le docteur Elliot Harris, expert en cryptographie, et Méline, spécialiste en civilisation disparue, sont envoyés sur le terrain pour enquêter. Après un voyage éprouvant en avion militaire puis en hélicoptère au-dessus de l'immense océan vert amazonien, ils atteignent une zone interdite d'accès. La jungle y est anormalement silencieuse, presque morte, comme si toute forme de vie fuyait quelque chose. En suivant le signal, ils découvrent des ruines cyclopéennes couvertes de symboles étranges, identiques à ceux gravés sur la machine du Nevada. Ces ruines ne correspondent à aucune civilisation connue et semblent dater de plusieurs dizaines de milliards d'années. Mais la nuit venue, leur campement est attaqué par une créature gigantesque, mi-organique, mi-mécanique, rapide comme l'éclair et dotée d'une intelligence inquiétante. Après une lutte acharnée, ils réalisent que ce monstre ne cherche pas seulement à les tuer, il protège quelque chose. Le signal les mène finalement à une vallée cachée, où une immense porte de pierre gravée de symboles se dresse. La créature patrouille autour de cette entrée comme un gardien millénaire. Plutôt que de fuir, Elliot décide de tenter une approche différente. Il projette devant la porte la séquence exacte du compte à rebours. À ce moment-là, tout change.
Les symboles gravés s'illuminent et la créature, au lieu d'attaquer, se fige et passe en mode veille, ses yeux virant du rouge au bleu. La porte s'ouvre lentement, dévoilant une base souterraine titanesque. À l'intérieur, il découvre une technologie dépassant de loin tout ce que l'humanité a jamais connu. Des générateurs d'énergie propre, des cartes stellaires et des archives holographiques. Ces données révèlent qu'une civilisation extraterrestre est venue sur Terre il y a des dizaines de milliers d'années, laissant derrière elle des bases réparties sur plusieurs continents. Leur objectif? Préparer la Terre à un événement cosmique majeur. Le compte à rebours n'était pas une menace, mais un signal d'activation. L'humanité avait atteint un seuil technologique suffisant pour débloquer ses connaissances, mais aussi pour faire face à une menace venue de l'espace. En reliant la base à la machine du Nevada, Elliot et Maylin déclenchent un message universel, une balise interstellaire qui diffuse un avertissement à travers la galaxie. L'histoire se termine avec Elliot et Maylin sortant de la base, le ciel amazonien illuminé par une étrange aurore verte. L'humanité vient de franchir une porte qui changera son destin à jamais. Les questions restent faux nombreuses. Ces visiteurs reviendront-ils? Pour aider ou pour juger?